En 1783, après plus de 7 ans de lutte, les 13 colonies où les États-Unis accèdent à l'indépendance. En bonne partie aidés par la France, il sera alors décidé de mettre en place un système laissant une large autonomie aux différents États. Mais rapidement, d'importantes divergences commencent à se faire ressentir, particulièrement entre les États du Nord et les États du Sud, et cela pour tout un tas de raisons. D'une part, le climat y est bien différent. Au nord, les hivers rigoureux empêchent certaines cultures, là où au sud, le climat plus tropical prédispose à une agriculture de plantation, comme avec le tabac, la canne à sucre, mais surtout le coton, qui nécessite une importante main-d'œuvre, d'où le développement de l'esclavage dans l'intérêt avant tout d'une petite aristocratie. La grande majorité des Blancs du Sud ne possédant aucun esclave, bien que le fait d'en obtenir un soit un objectif pour beaucoup. Au nord, en revanche, l'esclavage s'est rapidement trouvé aboli. C'est pourquoi il s'agit avant tout d'une question morale, dans cette société très religieuse. En témoigne par exemple le deuxième grand réveil, lors de la première moitié du XIXe siècle, qui verra un important activisme religieux, soulevant parfois des questions relatives à la société américaine de l'époque, comme l'esclavage. Et au vu des conditions, cela peut se comprendre. La plupart des esclaves devant travailler 12 à 15 heures par jour et subir des châtiments corporels fréquents. Certains esclaves parvenant à s'enfuir pouvant ensuite témoigner de leurs conditions. C'est par exemple le cas de Frederick Douglass. Il existait néanmoins quelques rares exceptions à ces conditions de travail. Les esclaves de domestiques étaient par exemple en général mieux traités que ceux qui travaillaient dans les champs. Ou encore certains esclaves qui bénéficiaient de traitements plus favorables. Mais cela restait une très faible minorité, et les bonnes conditions étaient à relativiser. De plus, les esclaves étaient considérés avant tout comme des marchandises. C'est ainsi qu'étaient souvent organisées des enchères aux esclaves, ces derniers pouvant même être loués ou passer entre les mains de plusieurs propriétaires. La mortalité était aussi très forte, et beaucoup d'esclaves mouraient très jeunes, tout cela commençant à offusquer les États du Nord, très attachés à leur morale. Mais l'esclavage est loin d'être la seule cause des divisions, bien qu'elle en soit la principale. Du point de vue du Nord, l'important développement économique avec l'industrialisation pousse à la mise en place de droits de douane pour protéger l'industrie naissante et à une forte immigration peu coûteuse, ces derniers venant pour la plupart d'Europe et espérant souvent s'élever socialement, voire devenir riches. Beaucoup tentant aussi leur chance dans la recherche d'or en Californie. C'est le rêve américain, avec à cette période une très forte immigration irlandaise, due à la Grande Famine. L'éducation et la démocratie y sont aussi souvent plus poussées qu'en Europe, avec par exemple un plus fort taux d'alphabétisation pour l'époque. Au sud, la vision est bien différente. Bien que les États-Unis se soient bâtis sur l'immigration, celle du Dixieland est beaucoup plus identitaire, datant des premières vagues migratoires. C'est ainsi qu'on retrouve surtout des anciens colons bien installés, comme des Anglais, des Écossais, des Espagnols ou des Français, et beaucoup moins d'Irlandais par exemple. Il faut dire que le Sud n'attire pas vraiment les Européens en quête de richesse, la société sudiste étant assez traditionnelle et conservatrice, reposant sur une petite élite. Beaucoup de Blancs se sentant totalement délaissés. L'économie sudiste dépendait aussi en quasi-totalité de l'esclavage, étant essentiellement tournée vers la plantation, et avec pour principal partenaire économique l'Europe de l'Ouest, et privilégie donc le libre-échange au contraire du Nord. Il est d'ailleurs à noter qu'au fil des années, une forte disproportion démographique s'est créée, avec au nord une population avoisinant les 22 millions d'habitants, contre seulement 9 millions au sud, dont parmi eux un bon tiers d'esclaves. Industriellement, le sud est aussi dépassé, et manque d'usines et de transports ferroviaires. Mais les divisions sont aussi d'ordre religieux, car bien que la majorité de la population américaine soit protestant, il existe plusieurs églises, comme les épiscopaliens, les méthodistes ou les baptistes, tous prenant plus ou moins position, certains cherchant à justifier dans la Bible l'esclavage, là où les églises du Nord clamaient que c'était un péché. Tout cela accentuant les écarts entre le Nord et le Sud, chacune des deux parties commençant à développer sa propre culture, avec ce qu'on appelle les Yankees au Nord et les Dixies au Sud. Beaucoup, particulièrement au Sud, s'identifiaient alors plus à leur région géographique ou à leur État qu'à leur pays. La question de l'organisation du gouvernement était aussi une division importante, les États du Nord étant plutôt favorables à un État fédéral, au contraire des gens du Sud qui espéraient plus une confédération. Une division plus d'ordre politique et culturel donc. Cette société américaine très diverse, il y a notamment un Français qui a eu l'occasion de l'analyser, Alexis de Tocqueville,
qui en parlera notamment dans son ouvrage De la démocratie en Amérique. Il remarque l'aspect aristocratique du Sud et la place centrale qu'occupe l'esclavage. Il fait aussi la promotion de la démocratie américaine, tout en alertant sur ses possibles débordements. Le gouvernement américain va alors faire de tout son possible pour éviter les divisions internes, en cherchant à chaque fois un compromis. 2 cas sont particulièrement marquants. Tout d'abord, en 1818, lorsqu'un ancien territoire de la Louisiane française, le Missouri, fit la demande de pouvoir pratiquer l'esclavage. Le Sénat américain va alors, en 1820, plutôt que d'accepter ou de refuser, ce qui aurait mis à mal le subtil équilibre entre les États non esclavagistes et esclavagistes, chaque État étant représenté par 2 membres au Sénat, de prendre la décision de créer un nouvel État non esclavagiste, le Maine, État qui existe encore de nos jours, et de déclarer que tous les futurs États créés au nord de la frontière du Missouri seront non esclavagistes et au sud esclavagistes. Le second grand compromis sera en 1850, sur la question de la Californie, État qui devrait plus être esclavagiste au vu de sa situation géographique, mais qui prit position pour l'inverse. Fallait-il alors imposer l'esclavage par la force ? Cependant, une autre question touchait particulièrement l'opinion publique à l'époque, celle des esclaves fugitifs, et s'il fallait les restituer au sud. Le compromis est donc somme toute assez simple. La Californie intègre les États-Unis en tant qu'État non esclavagiste. En échange, les États du Nord s'engagent à restituer les esclaves fugitifs au sud. Il y aura néanmoins toujours des esclaves qui parviendront à s'échapper, notamment via le chemin de fer souterrain, qui à proprement parler n'est pas un chemin de fer, mais plus un ensemble d'itinéraires et de points de rendez-vous, avec le soutien des abolitionnistes pour aider les esclaves à s'enfuir. Au total, sur toute son existence, c'est près de 100 000 esclaves qui parviendront à s'échapper. Mais en dépit des compromis, d'autres problèmes vont se poser, comme avec l'organisation d'un territoire au nord du Missouri, mais dont les affrontements entre esclavagistes et abolitionnistes sont importants, aboutissant à la loi Kansas-Nebraska, nullifiant le compromis de 1820 et laissant aux nouveaux immigrants dans ces territoires si oui ou non ils veulent y pratiquer l'esclavage. Cette loi étant considérée par beaucoup d'abolitionnistes au nord comme une concession faite au sud. Et c'est d'ailleurs après cette loi que sera créé le Parti républicain, avec pour principale idée à la base l'opposition à l'extension de l'esclavage, et pour les plus radicaux, l'abolition. Toutes ces personnes se rassemblant autour de la figure d'Abraham Lincoln. D'autres concessions seront aussi faites aux Yankees, pour essayer de contenter tout le monde. Le commerce d'esclaves est grandement limité, et les importations d'Afrique finissent même par être supprimées, ce qui aura une importante conséquence morale pour bon nombre de petits fermiers blancs au sud qui espéraient un jour pouvoir posséder un esclave. Se profile alors à l'horizon l'élection présidentielle de 1860, dans laquelle la question de l'esclavage est évidemment au centre, avec des campagnes politiques parfois un peu hasardeuses, comme les républicains qui n'ont pas pu se présenter dans certains États au sud, ou les nombreuses divisions internes des démocrates. Et c'est finalement avec une assez large majorité des voix, bien que très loin de la majorité absolue, qu'Abraham Lincoln remporta 17 États, tous au nord, et 180 grands électeurs sur 303, devenant ainsi le premier président républicain des États-Unis, à partir du 4 mars 1861, date de son investiture. Presque aussitôt, des États du Sud décidèrent de faire sécession, suivis progressivement par d'autres États. Elles forment alors ce qu'on appelle les États confédérés d'Amérique, dotés d'une constitution provisoire et d'un président, Jefferson Davis. Mais le conflit n'a toujours pas éclaté pour autant, et certains États restent encore hésitants à faire sécession, bien que pratiquant encore l'esclavage. C'est par exemple le cas de la Virginie. Néanmoins, la guerre étant inévitable, les confédérés vont décider d'attaquer les premiers, en bombardant Fort Sumter, un bastion unioniste où les soldats étaient restés fidèles au gouvernement de Lincoln. Les sudistes finissant par remporter la bataille, qui n'aura fait que quelques blessés des deux côtés. Cependant, cette bataille, petite soit-elle, marque le début de la guerre. Au nord comme au sud, on décrète alors la mobilisation, tandis que d'autres États décident de rejoindre la Confédération, et notamment la Virginie, à l'importance capitale pour les sudistes, car étant leur État le plus industrialisé. C'est alors qu'un jeune général plutôt prometteur qui avait déjà fait ses preuves auparavant va faire son apparition, Robert Lee, un fervent opposant à la sécession qui avait même renoncé à ses esclaves en leur accordant la liberté,
mais dont la loyauté à son état natal est plus importante que celle au gouvernement fédéral. Sur papier, la victoire du Nord ne fait pas réel doute. Le Sud ne dispose pas de l'industrie et n'est pas en capacité de mobiliser et d'équiper une grande armée, couplé à un blocus mis en place par le Nord qui dispose d'une petite flotte de 90 navires. Bien qu'avec si peu de navires, il soit parfois un peu dur de mettre en place un réel blocus. C'est le plan Anaconda, l'Union cherchant aussi à s'emparer de la vallée du Mississippi, qui pourrait couper les États confédérés en deux. Mais contre toute attente, le début du conflit commence à l'avantage des confédérés, qui remportent la bataille de Bull Run le 21 juillet 1861. Une véritable défaite pour le Nord qui croyait déjà à la victoire presque acquise. Certains civils étaient même venus assister à la bataille, bien que ces derniers durent vite repartir en voyant les sanglants affrontements des deux armées. Il est aussi à noter que bien que les sudistes possèdent moins d'hommes, ces derniers sont souvent plus motivés. C'est par exemple le cas des fermiers blancs qui espéraient un jour pouvoir posséder un esclave, mais qui n'ont pas pu à cause des lois fédérales, ces derniers représentant une bonne partie de l'armée confédérée, d'autant qu'ils combattent sur leur propre terre. De plus, du fait du nombre d'hommes plus important au nord, les généraux unionistes se permettent plus souvent de lancer de sanglantes offensives, au contraire des généraux sudistes qui se doivent d'essayer d'économiser le plus d'hommes possible et d'attaquer avec plus de précautions. Le conflit continue donc son cours, au début plutôt à l'avantage des confédérés, bien que ces derniers soient essentiellement sur la défensive. À vrai dire, leur principal espoir réside dans une intervention française ou britannique. Par ailleurs, Napoléon III avait déjà manifesté sa sympathie pour les confédérés, en déclarant que, je cite, « Si le Nord est victorieux, j'en serai heureux, mais si le Sud l'emporte, j'en serai enchanté. » Là où les Britanniques vont aider les confédérés, mais sans jamais intervenir directement. Il faut dire que pour ces deux puissances européennes, le coton est une ressource vitale, sur laquelle repose toute l'industrie du textile, et la guerre a provoqué une réelle flambée des prix. Pour pallier à ça, le Royaume-Uni notamment développera son industrie cotonnière, particulièrement en Inde, qui est encore aujourd'hui un des premiers producteurs. En 1863, aucun des deux camps n'a alors un avantage décisif. Les sudistes, avec le général Lee à leur tête, vont tenter, après leur triomphale victoire à Chancellorsville, de déplacer leur armée en Pennsylvanie, près de Washington. Va alors se dérouler la bataille la plus importante de la guerre, celle de Gettysburg, où les confédérés seront défaits après 3 jours de combat, cette bataille ayant un très lourd bilan humain, avec plus de 7000 morts et 25 000 blessés, mais marque aussi un réel tournant dans le conflit, à l'avantage du Nord. À New York, malgré la victoire de l'Union, la ville décide de s'insurger, particulièrement les immigrés irlandais qui en ont marre de la guerre et de la conscription, alors que la ville entretenait avant d'importants liens économiques avec le Sud, l'émeute étant finalement matée dans le sang. La suite du conflit va donc voir une longue victoire de l'Union sur la Confédération, même si cette dernière ne reste pas sans rien faire. Elle continue de résister, notamment à l'ouest, et remporte certaines batailles, comme celle de Vicksburg. Mais elle ne peut pas rivaliser. Elle est dépassée démographiquement et industriellement, et doit subir un blocus qui asphyxie son économie. Il faudra tout de même attendre encore 2 ans pour que le conflit s'achève enfin le 9 avril, même s'il persiste encore quelques résistances à l'ouest. Quelques jours après la fin de la guerre, le 14 avril, Lincoln sera assassiné par balle alors qu'il assistait à une représentation, contribuant ainsi à lui forger une réputation de martyr de sa cause, alors que la réalité derrière est plus complexe. Celui qui lui succède est son vice-président Andrew Johnson, un démocrate. L'esclavage sera finalement aboli le 18 décembre 1865, inscrit officiellement dans le 13e amendement des États-Unis. Pour autant, la question du sort des populations afro-américaines va persister et va laisser place dans les années qui suivent à la ségrégation dans le Sud, en réaction avec les lois Jim Crow et la naissance de mouvements suprémacistes. Il est d'ailleurs intéressant de noter que malgré quelques révoltes d'esclaves dans le Sud, les Noirs ne sont arrivés que assez tardivement dans le conflit, le Sud refusant de les enrôler à grande échelle, tandis que le Nord préférant attendre jusqu'en 1862 pour commencer à les intégrer dans l'armée, même si cela prendra de l'ampleur, surtout début 1863. Mais les conséquences de la guerre ne se résument pas qu'à l'abolition de l'esclavage.
La population américaine garde un traumatisme de cette guerre. C'est près de 2% de la population américaine de l'époque qui périt lors du conflit, soit plus de 500 000 morts et 400 000 blessés, tout compté confondu, même si légèrement plus nombreux côté unioniste. Tout cela pouvant être causé par divers facteurs, comme la maladie, très présente lors du conflit, ou l'usage de certaines armes plus modernes. Cette guerre aura aussi été une des premières guerres modernes. La technologie, l'économie et l'industrie y jouent un rôle majeur, comme avec les premiers combats de cuirassés, la levée et l'équipement de plusieurs centaines de milliers de soldats en un faible temps, la logistique avec l'utilisation des chemins de fer, ou encore l'importance que joue le blocus, asphyxiant l'économie du Sud à long terme. Pour ce qui est de Robert Lee, le général confédéré, il deviendra, après la guerre, une vraie figure emblématique au Sud, tandis qu'au Nord, on finira par lui reconnaître ses qualités de stratège. De nombreux monuments lui étant aujourd'hui dédiés, notamment en Virginie, sa région natale. Quant à l'homme à qui on le compare le plus souvent, Ulysse Grant, il deviendra quelques années plus tard, en 1868, président des États-Unis. Au Sud, la guerre aura véritablement dévasté l'économie, les combats s'étant principalement déroulés sur son sol, et l'Union ayant parfois fait usage de la tactique de la terre brûlée, mais parviendra à se relever au fil des années. Cette abolition plutôt brutale de l'esclavage, et dans le sang, posera aussi d'autres problèmes, comme le fait de devoir rééduquer les anciens esclaves, qui pour beaucoup ont perdu la capacité de lire et d'écrire. Le bilan de cette guerre est donc mitigé. Là où dans la plupart des pays, l'abolition de l'esclavage s'est faite sans grand problème, enfin du moins d'apparence, aux États-Unis, elle a abouti à une guerre civile, et cela peut s'expliquer par de multiples facteurs. C'est un État fédéral, qui laisse une grande autonomie à ces différents États. L'esclavage implanté dans le Sud, depuis alors des décennies à grande échelle, a contribué à la création d'une culture à part entière. C'est toute l'économie du Sud qui y dépendait. Là où au Nord, l'esclavage est aboli depuis bien longtemps, l'abolition paraissait plus une question morale. Par ailleurs, malgré l'abolition au Sud, nombreux seront les États anciennement esclavagistes qui profiteront de leur grande autonomie pour mettre en place une ségrégation institutionnalisée dans les années qui suivent. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour aider à me référencer, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper la sortie de mes prochains épisodes.